pour explorer cette question. Finalement, on a des IA qui peuvent aujourd'hui, quand elles sont bien programmées, notamment par des chercheurs qui développent des solutions dédiées pour cibler des mécanismes dont on sait qu'ils sont importants pour les apprentissages. On peut avoir des effets positifs d'agents conversationnels qui, par le questionnement qu'ils vont entraîner chez l'élève, permettent de développer leurs compétences métacognitives et donc sous-tendent les apprentissages scolaires fondamentaux. Oups, pardon, j'essaie juste de regarder où est-ce que j'en suis du temps. Euh, la deuxième question, évidemment, et le deuxième enjeu de ces IA, c'est qu'elles ont créé un monde, finalement, dans lequel le degré de fiabilité des informations est évidemment problématique. Et notamment quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas d'une partie de vos élèves, voire une très grande majorité des élèves, si on prend les élèves du secondaire, ils passent du temps sur les réseaux sociaux et ils sont exposés globalement à un certain nombre de fake news, mais aussi aujourd'hui de deepfake qui vont jusqu'à des modifications de certaines vidéos dans lesquelles on est capable de modifier non seulement la voix, mais aussi l'apparence des protagonistes. Donc ça, c'est juste deux, trois exemples. Évidemment, c'est des deepfakes, hein. J'espère que chacun d'entre vous aura reconnu ces deepfakes. L'une sur le président Emmanuel Macron, une autre sur Angela Merkel et Obama, et puis une dernière sur le pape qui vient de nous quitter. Dans les trois cas, on est dans trois deepfakes qui ont été créés à partir des IA génératives. Et ça, c'est une vraie question. Ça, que ces IA génératives, elles ont intrinsèquement le pouvoir, quand elles sont détournées, de pouvoir générer finalement à quantité industrielle de fausses informations. Et ce qui crée effectivement un monde informationnel extrêmement ambigu et sur lequel c'est très difficile de pouvoir effectivement naviguer, surtout quand vous êtes dans une population comme la population adolescente, qui prend des informations de façon très différente de la façon dont nous les prenons. Typiquement, quand nous, on veut essayer de prendre une information ou de s'informer, on va aller sur un site dédié, le site d'un grand média national par exemple, et on va accepter de déléguer notre pensée critique à des journalistes qui, en utilisant une procédure qui est la procédure de fact-checking, vont s'assurer finalement qu'ils sont en train de diffuser des vraies informations, des faits, et non pas des opinions, et ainsi de suite. Sauf que quand vous êtes un adolescent, vous n'êtes pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire que quand vous êtes adolescent, vous êtes globalement sur un réseau social, vous n'allez pas chercher fondamentalement une information sur ce réseau, même si parfois ils y vont pour chercher des informations. Et en gros, on vous pousse un certain nombre d'informations et vous devez exercer un sens critique sans avoir nécessairement de connaissances sur les sources des informations qui diffusent ou sur les comptes qui diffusent ce type d'informations. Et donc, vous êtes continuellement exposé à des informations qui sont partiellement fausses, voire totalement fausses dans un certain nombre de cas. Quand je dis vous êtes constamment, gardons en tête quand même que l'immense majorité des informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont des vraies informations. Mais ce qui est encore plus problématique, parce que si 98% des informations qui circulent sur les réseaux sont des vraies informations, c'est évidemment très compliqué d'aller détecter les 2%, les 1%, voire même les 0,5% de fausses informations qui y circulent, puisqu'on a tendance, effectivement, dans ces cas-là, à être plutôt confiant dans les informations auxquelles on est exposé. Et globalement, si on regarde effectivement la problématique que ça pose, vous voyez des fausses informations, par exemple, dans le domaine du changement climatique. Alors, l'une qui raconte que les éoliennes, en fait, tournent massivement grâce à des groupes électrogènes au diesel, ce qui est évidemment complètement faux, que le changement climatique ne serait pas dû à l'activité humaine, ou des choses qui prêtent plus à sourire, mais qui relèvent aussi de la désinformation. L'idée qu'on vous montre une photo et une vidéo et on vous explique qu'il y a eu un énorme feu de forêt qui est dû à un rayon vert qui serait venu taper cette forêt, ce qui était évidemment complètement faux. Mais donc c'est ça le monde informationnel des adolescents. Et ce qu'on est en train de montrer globalement, et comme je vois que le temps passe, je vais avancer un peu et je vais sauter cette partie-là, mais vous inquiétez pas. La vraie question, c'est comment on exerce une pensée critique dans ce contexte-là. Et ce qu'on montre, c'est que cette pensée critique, dans notre laboratoire et dans d'autres, en fait, elle relève essentiellement de la capacité de résister à des biais qui sont les nôtres quand on prend de l'information. Et le premier biais que nous avons quand nous essayons de prendre de l'information, et c'est pour ça que les IA génératives fonctionnent aussi bien et qu'elles arrivent à nous tromper, c'est que globalement,
globalement, quand on a des opinions qui sont déjà relativement arrêtées sur un domaine, un biais peut venir se mettre en place, qui est un biais de confirmation. C'est-à-dire que je pense tel ou tel, je suis polarisé sur tel ou tel domaine. À partir de ce moment-là, toutes les informations qui vont être cohérentes avec ce que je pense déjà, je vais les encoder comme des informations vraies, je vais y prêter attention, et à partir du moment où j'ai des informations qui vont être discordantes avec mon système de croyances et d'opinions, je vais considérer que les informations sont soit fausses, soit je vais même pas y prêter attention. Et donc, exercer un sens critique, c'est-à-dire pouvoir s'en remettre à des faits, c'est effectivement apprendre, résister en partie à des processus qui relèvent de notre premier processus de pensée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en gros des raccourcis de pensée qui relèvent de l'ensemble des biais que nous avons quand nous traitons de l'information. Et donc, ce que montre un certain nombre d'études dans le domaine de la capacité qu'ont les individus à exercer du sens critique par rapport aux situations, notamment dans le domaine informationnel, c'est que les individus qui sont les plus à même de dissocier et de différencier entre les vraies et les fausses informations sont ceux qui sont les plus à même de résister à leur système, à leur premier système de pensée, c'est-à-dire à l'ensemble des biais qui sont les leurs quand ils sont dans une situation où ils essayent de prendre de l'information. Et ça, c'est vrai indépendamment de nos polarisations, que ce soit sur des questions politiques ou sur des questions sociétales. Plus vous avez des bonnes capacités à résister à des biais de pensée, notamment des biais de raisonnement, plus vous avez des bonnes capacités à discerner les vraies des fausses informations. Alors ça, c'est vrai chez l'adulte. La question qui s'est posée pour nous, c'est est-ce que c'est vrai aussi chez les adolescents? Est-ce que chez les adolescents, on observe globalement à peu près les mêmes compétences qui relient capacité de résister à des biais de pensée et capacité à discerner les vraies des fausses informations. Donc, on a développé une tâche qui est une tâche de jugement de véracité des informations. Globalement, on vous présente un post sur un réseau social et on vous demande d'évaluer sur une échelle de 1 à 4 le degré de véracité de ces informations. On est allé chercher des vraies fausses informations sur des sites de fact-checking et on est allé sur des sites de médias nationaux fiables chercher des vraies informations. Et en gros, ce qu'on a regardé ensuite, c'est on a regardé en sixième, cinquième, quatrième, troisième, et chez des étudiants à l'université, la capacité et les scores attribués aux vraies et aux fausses informations. En jaune, vous avez des fausses informations, en bleu, vous avez des vraies informations. Et ce que vous voyez, c'est qu'en sixième, donc au tout début finalement de l'entrée au collège, les élèves ont beaucoup de mal à accorder des scores différents aux vraies et aux fausses informations. Donc, ils ne sont pas capables de distinguer les vraies des fausses informations. En cinquième, cette compétence commence à se développer. Et puis, en quatrième, en troisième et chez les étudiants, on a une évolution progressive, linéaire de cette capacité à distinguer les vraies des fausses informations. Ce qu'on a montré dans cette étude, qui était une étude diagnostique menée sur à peu près 450 adolescents de la sixième jusqu'à des étudiants de première, deuxième et troisième année à l'université, c'est que globalement, l'évolution progressive et le développement de cette capacité à distinguer les vraies des fausses informations était en partie lié ou médié par la capacité progressive à résister, à inhiber des biais de raisonnement quand les individus sont dans des situations dans lesquelles des biais peuvent se développer dans une situation de raisonnement logique. Donc, plus vous avez une bonne capacité à résister à des biais de pensée, plus vous avez des bonnes capacités à discerner les vraies des fausses informations qui peuvent être potentiellement générées par les IA génératives. Et chez les adolescents, plus ils développent des bonnes capacités de raisonnement logico-mathématique et notamment une bonne capacité à résister à des biais de raisonnement, plus ils développent des bonnes capacités à discerner les vraies des fausses informations. Donc on fait plein de choses. On a une grande étude avec l'ADEPE notamment sur cette question-là. On va sortir un certain nombre de résultats sur plus de 24 000 élèves de sixième, seconde générale, technologique et professionnelle. On a aussi des comparaisons entre différents pays. Donc le contexte culturel et médiatique semble jouer sur cette capacité à discerner les vraies des fausses informations, avec des effets qui vont être et des développements de ces compétences qui vont être différenciés en fonction des pays, mais de toute façon avec un effet qui montre que en fonction des pays, on a des capacités qui sont plus ou moins bonnes de discernement de l'information, avec des meilleures compétences en France qu'en UK, US ou
en Inde. Donc, en fonction du pays, on n'a pas tout à fait les mêmes compétences et les capacités de discernement de l'information, et ces capacités ne se développent pas exactement aux mêmes âges dans différentes cultures. Donc, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui sous-tendent le développement de ces compétences pour pouvoir ensuite développer des interventions. Et c'est ce qu'on a fait dans une première étude qui est en cours de publication. On a mené une étude quasi expérimentale dans laquelle on a créé différents types de séquences autour de l'éducation aux médias à l'information, dans lequel on a sensibilisé ou non dans certaines séquences, les élèves aux biais de raisonnement et aux biais informationnels qui sont les leurs quand ils essayent d'évaluer la véracité d'une information. Et on a ensuite évalué chez tous les groupes, avant, après et quelques semaines après l'intervention, leur capacité de discernement de l'information, leur capacité de discernement des vraies et des fausses informations. Bon, globalement, juste pour vous donner une idée de ce que ça donne, on part des illusions perceptives, on leur dit votre cerveau n'est pas toujours fiable, il peut être trompé par le contexte, on leur montre comment ça s'applique à une vraie ou une fausse information, et on a développé tout un matériel qui explique les trois systèmes de pensée, comment ces trois systèmes de pensée sont engagés au cours de jugements qu'on essaye d'opérer sur les vraies et les fausses informations. Bon, globalement, qu'est-ce que ça produit? Hop, je vais revenir très rapidement là-dessus. On a montré que globalement, ça fonctionne bien, mais essentiellement chez les élèves de cinquième. C'est-à-dire que le bon moment pour essayer de développer la pensée critique vis-à-vis du contenu que peut être généré par les IA génératives, c'est-à-dire le moment où il faut développer le sens critique des élèves pour qu'ils puissent utiliser intelligemment ces IA génératives, puisque tout le problème, notamment de ChatGPT, c'est que bah, ça produit des réponses, mais si vous n'avez pas la capacité de questionner la réponse qui est produite, vous pouvez assez rapidement produire des réponses totalement erronées, y compris dans un document que vous êtes amené à rendre dans le contexte scolaire. Il semble que la bonne fenêtre pour intervenir sur le développement et sur la sensibilisation au discernement de l'information, ça a l'air d'être dans le cinquième. Ce qu'on voit ici, c'est, vous voyez l'augmentation progressive de cette capacité à discerner les vraies des fausses informations. Et en cinquième, en tout cas, on a un effet qui significatif sur le développement de la capacité à discerner les vraies des fausses informations juste après l'intervention, mais qui ne se maintient pas dans le temps. Donc il y a aussi une question probablement de dosage. Deux interventions de 45 minutes faites en classe par les enseignants, puisque c'est une autre spécificité de cette étude, c'est que ce n'est pas une étude en laboratoire, c'est une étude en classe menée par des enseignants à partir d'un matériel que nous avons créé avec des enseignants pour sensibiliser aux différents biais qui pèsent sur notre capacité à juger les informations. Ça a l'air de fonctionner, mais il faut sans doute essayer de développer des séquences un peu plus longues. Et puis, je voulais juste finir sur une dernière chose. L'idée que l'IA peut être aussi utilisée pour lutter contre les théories complotistes. Donc ça, c'est une publication qui est extrêmement récente et qui vise finalement à voir dans quelle mesure on peut utiliser l'IA comme un système d'interrogation et de déconstruction d'un certain nombre d'arguments complotistes pour amener finalement les individus à adhérer moins fortement aux théories complotistes. Donc comment ça fonctionne? Globalement, la première phase de l'expérience. On demande à un individu d'exposer une théorie de complot auquel il croit. Ensuite, l'IA va globalement résumer cette théorie du complot, donc on est au plus proche de ce que croit et de l'opinion de la personne. Euh, une fois que l'IA a créé finalement un résumé de cette fake news, on va, pardon, cette théorie complotiste, on va demander à la personne de dire à quel point elle adhère à cette théorie complotiste. Alors comme l'IA fait plutôt bien ce travail-là, globalement les gens adhèrent à 100% à cette théorie du complot, puisque c'est celle qu'ils viennent de proposer. Et ensuite, le principe est le suivant. Ce que je ne vous ai pas présenté, c'est qu'il y a toute une phase d'argumentation et de contre-argumentation avec l'IA. C'est-à-dire que globalement, l'IA reprend chacun des arguments de cette théorie complotiste et va venir apporter des informations qui vont venir à l'encontre de cet argument. Elle va venir déconstruire chacun des arguments. L'intérêt dans ce contexte-là, c'est que l'IA, globalement, elle peut le faire de façon infinie. Et c'est une des difficultés qu'on a avec les gens qui adhèrent à des théories complotistes, c'est qu'à un moment, le millefeuille argumentatif est tellement important que c'est quasiment impossible d'aller débunker toutes les fausses informations ou tous les faux arguments ou tous les arguments fallacieux qui viennent sous-tendre une théorie conspirationniste. L'intérêt de l'IA, c'est qu'elle peut le faire, je dirais, ad nauseam, ou en tout cas de façon infinie. Et ce que ça montre, c'est qu'elle est extrêmement efficace pour
déconstruire certaines théories complotistes chez les individus avec des effets qui permettent de diminuer de l'ordre de 20% l'adhésion à des théories complotistes et qui se maintiennent jusqu'à 2 mois après l'arrêt de l'utilisation de l'IA. Donc on voit ici, j'ai essayé dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, globalement de vous montrer ce qui est similaire et différent entre l'intelligence artificielle et les IA, les intelligences artificielles, notamment génératives, en vous expliquant notamment que ce qui manque à ces IA génératives, c'est ce troisième système de pensée, qui est sous-tendu notamment par nos fonctions exécutives et notre métacondition, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour développer ces compétences métacognitives chez les élèves, que l'émergence de ces nouvelles intelligences artificielles, évidemment, pose un certain nombre de questions sur les compétences qu'il faut développer chez les élèves. En premier lieu, des compétences relatives à la pensée critique vis-à-vis des informations auxquelles ils sont exposés, auxquelles ils vont être exposés aussi quand ils utilisent ces IA génératives, et qu'on peut, via des programmes dédiés d'éducation aux médias à l'information, dans lesquels on sensibilise au biais du système 1 de penser les élèves, on peut les amener à prendre des meilleures décisions par rapport à la véracité des informations, et qu'on peut aller même jusqu'à utiliser des IA pour venir contrecarrer certaines adhésions à certaines théories complotistes. Juste pour vous donner une idée, sur le projet qu'on est en train de faire avec l'ADEPE, quand on regarde certaines adhésions aux théories du complot, on a parfois 40% de la population des élèves de sixième ou de seconde qui adhèrent à des théories complotistes, donc à certaines théories complotistes. Donc il y a un véritable aussi enjeu de savoir comment on arrive à déconstruire ces représentations erronées, cette fois-ci sur la société de façon globale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je remercie toujours l'ensemble des collègues qui travaillent au laboratoire et qui travaillent notamment sur ces questions de biais de raisonnement, d'IA générative et de comment développer des compétences chez les élèves qui nous permettent d'interroger l'utilisation de ces IA.